faire en sorte que cette information soit la plus large possible au niveau des collectivités territoriales. Nous intervenons à titre d'information aussi à l'occasion des conférences des maires à l'échelle des intercommunalités, les 14 du département du Puy-de-Dôme, voire à l'occasion de conseils communautaires. Ça sera le cas pour nous ce soir à Mondavin de Communauté et jeudi soir à Dôme-Sancy-Hertens. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse prendre connaissance de ces 16 actions qu'on va vous présenter pour que derrière chaque collectivité puisse élaborer son propre plan de sobriété pour tâcher de limiter l'impact de l'évolution des prix, que ce soit de l'électricité, du gaz naturel, du fioul, du propane et j'en passe et des meilleurs. Alors clairement, toutes ces actions ne permettront pas d'effacer la totalité de la hausse du prix des énergies. Par contre, ce sont des mesures de sobriété qui ne nécessitent pas forcément d'investissement, qui sont généralement rapides à mettre en œuvre, mais qui n'ont rien de révolutionnaire. On ne réinvente pas ce qui existe depuis des années, dont on fait la promotion ici ou là, j'allais dire depuis le milieu des années 70, quand on a connu les premiers chocs pétroliers, mais c'est des mesures qu'il faut mettre en place et qui permettent d'économiser entre 10, 15, voire 20% d'énergie, en sachant que ces mesures-là doivent impérativement être complétées avec des mesures d'efficacité énergétique, c'est-à-dire améliorer le patrimoine, quel qu'il soit, d'un point de vue performance énergétique, et des mesures de diversification énergétique, bien sûr, quand c'est possible. Donc ces actions, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, qui porteront un sur l'éclairage public, et c'est mon collègue Mathieu Ferry connecté, qui vous parlera de ces 5 actions de mémoire. Deuxièmement, les bâtiments publics. Et puis troisièmement, tout ce qui est mobilité, déplacement des collectivités territoriales, que ce soit des agents, mais aussi des élus de la collectivité. Voilà, donc à titre d'information, on est parti pour une heure de présentation, en sachant que alors je vois Gauthier, si Gauthier, Gauthier Baville, si tu peux couper ton micro, ainsi que les autres personnes qui l'auraient coupé. Voilà, on va faire une présentation fleuve d'à peu près une demi-heure, et puis après, on vous laissera place au jeu des questions-réponses, si vous en êtes d'accord. Il vous est possible de parler dans le chat, conversation, de poser des questions que mes collègues pourront relayer, puisque je vais diffuser la présentation en plein écran, et donc je n'aurai pas accès aux informations, en tout cas au chat. Alors, je partage mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que ça apparaît pour vous? Bon, qui ne dit mot consent. Donc voilà, donc sur ce plan sobriété énergétique pour les territoires du Puy-de-Dôme, c'est parti. Donc un premier préambule sur l'évolution des prix. Bon, ça fait les choux gras de la presse, on n'en parle pas quotidiennement, mais pas loin, sur l'évolution des prix de l'énergie, notamment du gaz naturel, dont l'objectif premier est d'assurer des besoins de chauffage dans les équipements quels qu'ils soient, notamment les bâtiments publics. Vous voyez une courbe que nous actualisons de manière hyper régulière, si ce n'est journalière, sur l'évolution des prix. La courbe noire, c'est pour 2023, la courbe rouge en 2024, la courbe bleue en 2025, puisque généralement on achète sur plusieurs années. Vous voyez une courbe homothétique, c'est-à-dire qui se suit d'une année sur l'autre, avec pour chacun des évolutions, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, une explication que l'on recense. Alors, pour le gaz naturel, là où on achetait à moins de 10 euros dans le cadre des groupements coordonnés par le conseil départemental, 10 euros le mégawattheure, eh bien, on a connu des évolutions là jusqu'au mois d'août dernier qui sont montées quasi à 300 euros le mégawattheure. Ce qui est énorme, une multiplication par quasi 30, alors même si depuis les prix se sont plus stabilisés, mais restent ou demeurent à des niveaux quand même assez élevés. Tout ceci va avoir pour incidence concernant les collectivités locales, un peu moins les particuliers, peut-être un peu moins demain les acteurs économiques du territoire, une multiplication par 2 ou par 3 de la facture de gaz des collectivités territoriales, ce qui justifie le fait
d'engager des mesures de sobriété, notamment sur le poste chauffage. Sur les prix à terme de l'électricité, c'est cette même évolution. Si on collait les courbes du gaz et de l'électricité, on verrait un parallèle au niveau de l'évolution. Même sanctions ou mêmes évolutions, hein. Là où on achetait à moins de 50 euros en 2021, eh bien, on est monté à 1130 euros en août 2022. Alors aussi avec un affaissement qui est notamment dû à des annonces françaises et de l'Union européenne sur l'amortissage et des réformes qui ont permis justement d'amortir ce choc et d'éviter d'aller toper des prix à quasi 1100 euros. Donc là aussi, il faut que les collectivités territoriales s'attendent à une évolution de la facture de manière assez conséquente, x2, x3. Aujourd'hui, on attend l'écrêtement de l'Arenh qui devra avoir une incidence non négligeable sur les prix qui ont été obtenus soit de manière individuelle par les collectivités qui sont allées chercher des prix auprès de fournisseurs, soit au travers des deux groupements, celui du conseil départemental et celui de TE63, le syndicat. Donc, on connaîtra les prix finales, j'allais dire début décembre, courant décembre, quand on aura le fameux écrêtement de la reine. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet écrêtement, mais voilà, les coordinateurs des groupements vous tiendront au courant sur l'évolution des prix. Alors, on vous a fait une petite simulation sur des communes de la métropole clermontoise, une de 8300 habitants. Vous voyez à gauche la partie électrique, à droite la partie gaz naturel, en sachant que ça n'est que des projections 2023. Un pour l'électricité parce que on n'a pas encore le prix final du fait de l'écrêtement de la reine, et deux sur le gaz naturel parce que on a acheté à des prix non pas fixes, mais des prix indexé sur les marchés de gaz, qui fait qu'on a acheté un peu un l'Inde dans un sac, mais c'était la seule solution pour avoir un approvisionnement en gaz au 1er janvier 2023. Donc à gauche, sur l'évolution du prix d'électricité 2021, 164 000 euros. Donc c'est à périmètre de consommation constant. 177 000 avec un bouclier tarifaire en 2022 et on s'attend pour 2023 à 514 000 euros de facture énergétique à périmètre de consommation constant, bien évidemment, l'objectif étant de réduire cette consommation pour amortir le choc. Donc, on a une évolution qui est quasi, oui, par deux, par trois sur la consommation d'électricité. Pour le gaz naturel, c'est pareil. 129 000 euros pour 2021 et 2022, pour les simples et bonnes raisons, c'est qu'on avait des prix fixes. Hein, sur le deuxième marché subséquent de l'accord cadre du conseil départemental, en sachant que c'est à périmètre de consommation constant, donc même prix, en tout cas même facture. Et par contre, on s'attend à une évolution d'une multiplication par 3 pour le gaz naturel, 387 000 euros pour cette commune, qui est, pour ne pas la citer, la commune de Landes. Vous voyez, pour une commune de 2200 habitants, toujours sur l'agglomération clermontoise, l'évolution des prix qui est exactement la même. Et puis pour une commune un petit peu plus conséquente, 17 500 habitants, cette même évolution. Donc ça va piquer. Il faut s'attendre à préparer des budgets avec des évolutions au niveau de ces postes de dépenses énergétiques de manière assez conséquente. Alors, l'État a fait des annonces, hein, on est en pleine crise énergétique. Le président de la République a appelé de ses voeux une maîtrise de la demande d'électricité, voire une réduction de 5% en pointe et de 10% au global jusqu'au 31 mars 2023. Au-delà de la question économique, hein, c'est de payer la facture, il y a aussi quelque part une question sur le risque d'approvisionnement. Peut-être que ici ou là, que ce soit l'association des maires ruraux ou dans d'autres endroits ou d'autres lieux, vous avez entendu donc des risques comment dire, de coupure maximum 2 heures. On vous fera une petite information après en avoir discuté avec Enedis, une petite information qui vous avait déjà été communiquée. Donc, il y a une question de risque d'approvisionnement parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour le volet
électrique. On a sur 58 réacteurs, on en a 32 qui sont sur le flanc, qui devraient redémarrer pour partie, mais pas sur la totalité. Donc, il va sûrement falloir trouver des solutions. Alors, pour 2022, l'État avait déjà mis sur la table 430 millions d'euros justement pour accessible à certaines collectivités, notamment des communes qui rentraient dans le tarif réglementé de vente et donc bénéficiaient du bouclier tarifaire. C'était des communes dont le nombre d'employés était inférieur à 10 équivalents temps plein et avec des produits de fonctionnement annuels qui étaient inférieurs à 2 millions d'euros. Donc, ça concerne un certain nombre de collectivités, mais pas toutes les collectivités. Par contre, pour tout ce qui était gaz naturel, pas de bouclier tarifaire, pas de tarif réglementé de vente. Voilà. Donc, ça, c'était un premier point. C'était en 2022. Pour 2023, dans le cadre du projet de loi de finances pour les collectivités. Donc, possibilité d'un bouclier tarifaire qui serait prolongé via la poursuite du contrôle des tarifs réglementés de vente avec une hausse qui serait contenue à 15%. Pour les collectivités non éligibles, alors il y a un projet de maintien du taux fortement réduit de la CSPE, pardon, TCFE devenu TCFE actuellement, où on est passé de 27 euros de mémoire à 50 centimes, voire 1 euro par mégawattheure. Donc c'est une baisse assez conséquente, mais qui est nécessaire pour pouvoir amortir l'évolution de ces prix. Voilà. Et puis pas d'annonce de soutien direct pour le gaz naturel. Ça veut dire que là, il n'y aura pas de bouclier tarifaire pour tout ce qui est gaz. Néanmoins, l'État avait mis 430 millions d'euros sur la table en 2022, annonce 1,5 milliard d'euros d'aide à l'investissement, mais vous savez que les investissements ne se font pas en un claquement de doigts. Donc voilà, simplement pour investir ou aider les collectivités à investir dans l'amélioration des performances énergétiques. Voilà. Projet de loi relatif à l'accélération des productions d'énergie, notamment d'électricité et de chaleur renouvelable. On en entend de plus en plus parler. C'est passé au Parlement, c'est passé devant la Chambre basse récemment. On s'attend à ce qu'il y ait un redémarrage de réacteurs d'ici la fin de l'année, mais le nombre risque d'être réduit. Donc, on va avoir ce que j'évoquais tout à l'heure, peut-être des risques de rupture d'approvisionnement. Il faudra prendre des mesures assez importantes, aller sourcer sur des marchés européens, mais à des prix qu'on connaît. Et puis, il y a un projet de loi sur l'énergie nucléaire avec la construction rapide d'EPR, mais c'est d'ici 2035. Donc, d'ici 2035, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Voilà, grosso modo, petit plantage de décor. On vous fera une information aussi sur les TRVE et sur la maîtrise qu'il y a. Allez, peut-être, je vais vous le faire rapidement. Les tarifs réglementés de vente donc, concernent des communes, des collectivités qui cumulent moins de 10 équivalents temps plein en termes d'agents et moins de 2 millions d'euros de produits de fonctionnement annuels. Ces collectivités-là ont la possibilité de rester en tarif réglementé de vente et c'est là où justement l'État va appliquer une baisse substantielle qui permettrait au prix d'être gelé dans une évolution maximum de 15%. Certaines collectivités sont passées au TRVE au mois de mars-avril de mémoire 2021. EDF avait agité le chiffon rouge en disant par courrier, vous pouvez rester au TRVE, mais il faut nous le dire. Toutes les collectivités n'ont peut-être pas forcément saisi cette opportunité-là. Aujourd'hui, elle se trouve en offre de marché. Il y a quand même la possibilité pour elles, pour certaines, de rester dans les tarifs réglementés de vente ou revenir aux tarifs réglementés de vente. Nous y travaillons pour proposer ce travail-là et accéder à des prix mieux maîtrisés pour les collectivités. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en propos introductif, trois grandes orientations sur ce plan de sobriété composé de 16 actions. L'un sur l'éclairage public, et je laisserai la parole à Mathieu Ferry. Deux sur la partie patrimoine bâti. Et puis trois sur mobilité et déplacement. Mathieu, tu as la parole? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc on a essayé de lister un petit peu les points sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour faire des économies sur vos communes. Donc au niveau de l'éclairage, on a ciblé 5 points.
Le premier d'entre eux, c'est l'idée de réduire le patrimoine d'éclairage public présent sur la commune. C'est en fait remettre en question l'éclairage existant. Pourquoi? Parce que souvent, pour la plupart, vous avez hérité de parcs qui sont quand même assez anciens, qui ont plusieurs dizaines d'années, qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de la légitimité de certains points lumineux. L'idée, c'est d'aller peut-être dans la commune, de voir un petit peu cibler les points pas forcément utiles. Par exemple, vous allez avoir certains points lumineux qui sont situés, comme sur la photo, on le voit sur des espaces verts. Bon, ça n'a pas forcément d'utilité, ou alors ça peut être aussi devant des maisons en rural, où on va avoir un point lumineux devant une maison qui peut être, et même cette maison peut être équipée d'un projecteur à détection de présence. Donc c'est vrai qu'on se demande un petit peu l'utilité de ce point lumineux. Donc ça va être la première idée. Alors si on peut passer sur la slide d'après. Donc comment le mettre en place? L'idée c'est, ça n'a pas défilé la slide. Hem, merci Sébastien. Je fais, L'idée c'est en fait. hop, c'est bon. Merci. L'idée, en fait, c'est d'organiser des visites nocturnes, tout simplement. Donc, ça peut être des visites avec les services de la commune, avec les élus, et de regarder point par point, ou rue par rue, zone par zone, quel est l'intérêt de chaque point lumineux. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de consulter un petit peu les riverains qui sont concernés, qui ont des points lumineux situés devant chez eux, et voir avec eux si on a intérêt ou pas à le maintenir. Donc, on vous a laissé la partie de droite blanche, pour qu'en fait vous puissiez vous approprier le document et rédiger votre propre plan d'action en fonction des idées qu'on a éditées dans ce document. Si on peut passer au point numéro 2. Donc, une fois qu'on a travaillé sur notre patrimoine, le matériel installé, l'idée c'est de travailler sur le temps d'utilisation de l'éclairage. L'éclairage public, c'est de la consommation d'électricité, tout simplement une puissance en kilowatts multipliée par des heures de fonctionnement. Donc si on veut réduire notre conso, on peut travailler et sur les puissances de kilowatts en rénovant les luminaires installés, ou en travaillant aussi sur les heures de fonctionnement. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place une extinction de l'éclairage public en milieu de nuit, à savoir que pour une extinction de votre éclairage de 6 heures par nuit, vous allez avoir un gain sur la consommation de 50%, et un gain sur la facture d'à peu près 40%. Donc c'est quand même des notions et des chiffres assez parlants. Et l'idée, c'est aussi d'adapter le service aux besoins et à la vie nocturne de sa commune. Donc là, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a pas mal de communes dans le département qui sont en train de passer à l'extinction. On constate quand même un contexte favorable, avec une évolution des mentalités sur cet aspect-là. Donc comment le mettre en place? Donc là, vous avez le devoir de prendre un arrêté municipal et de communiquer auprès de vos riverains, que via le bulletin municipal ou le site internet. Et pour le mettre en place d'un point de vue technique, il faut vous rapprocher du TE 63, qui va pouvoir vous indiquer déjà, si techniquement vous avez les équipements dans vos armoires qui permettent de mettre en place cette extinction de manière rapide et simple, ou si vous avez le besoin d'investir dans du matériel spécifique. À savoir que si jamais vous avez déjà le matériel nécessaire, la convention qui lie les communes du département au syndicat prévoit une intervention, une modification des horaires des calculateurs astronomiques par an, gratuite. Donc vous n'aurez pas d'investissement nécessaire pour mettre en place cette extinction. Si on peut passer au point suivant. Toujours donc le point numéro 3, c'est étendre les plages d'extinction. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour les communes qui ont déjà en place cette extinction, on retrouve souvent du 23h-5h, et peut-être qu'on va pouvoir se poser des questions pour envisager par exemple une extinction de 22h à 6h, avec comme chiffre à avoir en tête un gain estimé d'à peu près 7 à 8% par heure d'extinction supplémentaire, si on le compare à un allumage permanent de l'éclairage. Donc ça peut quand même, on peut avoir des baisses de consommation intéressantes. Euh,
Ce qu'on peut avoir aussi comme idée, c'est peut-être de ne pas rallumer aux périodes estivales, lors des jours les plus longs, parce qu'on constate souvent que si on a une extinction 23h, 22h, 6h, bah, certains jours, l'éclairage ne va même pas se rallumer parce que on le constate au 1er juin, le soleil se lève à 5h47 et pour les jours suivants, bah, on va avoir des périodes d'allumage d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc est-ce que on a intérêt à maintenir cet éclairage? C'est pas forcément le cas et ça permet là aussi de faire des économies de consommation sur la facture d'électricité de la commune. Donc comment le mettre en place? On le voit sur la diapo suivante. Là, on se rapproche encore du point numéro 2 pour la mise en place. Bah, ça va être de se rapprocher du TE63 pour la mise en œuvre des nouveaux horaires d'extinction et de prendre un nouvel arrêté municipal qui notifie bien les nouveaux horaires décidés en conseil. Voilà pour le point numéro 3. Ensuite, on va parler du point numéro 4. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur les éclairages festifs, les éclairages de mise en valeur et de bâtiments publics. Donc quand on parle d'illumination festive, donc ça va être les illuminations de Noël. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces illuminations, pour la plupart aujourd'hui, sont en LED et ont des puissances de fonctionnement assez basses. Donc, mais il y a quand même un symbole fort de communication avec les motifs d'illumination de Noël. Donc, leur utilisation va avoir un impact sur les riverains. Et aujourd'hui, par rapport à la faible conso, bon, aujourd'hui, économiser sera bon à prendre. Donc là, plusieurs idées. Ben, ça va peut-être de réfléchir au nombre de motifs installés, peut-être cibler certaines zones un peu plus intéressantes, comme les entrées de bourg ou les places de village. Plutôt que d'en mettre un petit peu partout, on va peut-être renforcer certains pour maintenir l'aspect festif de ces éclairages, mais diminuer leur nombre. Et aussi, on peut avoir l'idée de réduire leur plage de fonctionnement du 15 décembre jusqu'au 2 janvier. Donc là aussi, ça va avoir un impact, cette diminution de temps d'utilisation va avoir un impact sur la facture. Au niveau Alors, des on mises en t'entend. valeur des bâtiments publics, donc là, on parle des projecteurs encastrés souvent qui éclairent les églises ou les façades de mairie. Donc là, vous avez l'arrêté de nuisance de décembre 2018 qui contraint les communes à couper ces éclairages à 1h du matin et à ne pas les rallumer au lever du jour. Donc ça, c'est vraiment important. Donc une commune qui coupe à 23h, elle doit couper ses mises en valeur à 23h, mais pas prévoir de réallumage. Donc là, voilà pour ce point-là. Et au niveau des bâtiments publics, bah, là aussi, on va avoir des temps d'utilisation qu'on va pouvoir surveiller. Donc, sur la mise en place de tous ces points-là, au niveau de l'utilisation des illuminations festives, donc il faut voir avec votre prestataire comment mettre en place les modifications que vous souhaitez apporter. Et pour ce qui est des mises en valeur, bah, vous rapprochez aussi du TE63 pour voir la mise en application technique de ce qui est demandé par l'arrêté nuisance. On peut passer sur le dernier point qui est le point numéro 5, les éclairages sportifs. Donc, il y a sur le département, on a quand même constaté pas mal de rénovations avec des passages en luminaire LED sur ces installations-là. Ce qu'on constate, c'est que quand même, on a des puissances assez importantes. Donc, on a des temps d'utilisation limités, mais des puissances assez importantes, donc des consommations en conséquence. Là, ce qu'il est important de faire, c'est surveiller le temps d'utilisation, peut-être optimiser le temps d'utilisation en, pardon, en se rapprochant des associations pour que plusieurs associations utilisent les installations au même moment, et puis minimiser d'utilisation de ces éclairages. Organiser la journée voilà, en fonction du planning des associations. C'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir jouer pour faire des économies sur ces éclairages-là. Donc, comment le mettre en application? L'idée, c'est de faire des réunions de travail, de rassembler un peu les associations et de voir avec eux comment on peut optimiser les temps d'utilisation des éclairages sportifs.
Enfin, on fait un dernier point donc sur l'arrêté nuisance dont j'ai parlé à l'instant, du 27 décembre 2018, qui est venu contraindre un petit peu l'utilisation des éclairages. Donc, au niveau des mises en valeur, des mises en lumière de bâtiments, un rappel, une extinction au plus tard à 1 h du matin obligatoire, avec un non-réallumage le matin. Et pardon, pour les jardins, parcs et jardins aussi, qui doivent être coupés au plus tard à 1 heure après leur fermeture. Enfin voilà, il y a plusieurs aspects qui vont permettre de couper. On a aussi l'éclairage des vitrines. Donc on fait un petit rappel sur cet arrêté-là pour que vous ayez connaissance de ce qu'il comprend. Voilà pour moi pour l'éclairage. Je redonne la parole à Sébastien. Merci Mathieu. Gardez bien vos questions au chaud, on les posera tout à l'heure sur ce poste éclairage public. J'enchaîne sur un autre gros paquet sur lequel la collectivité peut intervenir, ce sont les bâtiments communaux, avec des choses très simples, rien de révolutionnaire comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais des choses qui peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la facture, notamment la facture de chauffage. Alors là, on est vraiment sur des usages d'électricité, notamment ces fameuses consommations électriques fantômes. C'est souvent des veilles de photocopieurs, d'imprimantes, des PC, des moniteurs de PC, des cafetières, des fontaines à eau qui restent allumées H24, alors que c'est pas forcément nécessaire. La nuit tombée et les bâtiments vidés, eh bien, il faut essayer de s'atteler justement à limiter ces consommations. Et comment? Bah, c'est simplement en les éteignant. Un maire nous faisait part justement de 2, 3 moniteurs qui restaient allumés toute la nuit durant, voire tous les week-ends, ce qui n'en avait pas forcément l'utilité. Et l'idée, elle est très simple, hein, c'est de pouvoir justement recenser ces équipements-là, les identifier dans les bâtiments communaux, quelle que soit leur vocation. Essayer d'installer des multiprises équipées d'un interrupteur, ce qui fait que lorsque tous ces équipements-là sont branchés sur cette multiprise, eh bien le soir, en partant, ou le vendredi soir en quittant les locaux, on appuie simplement sur cet interrupteur-là et tous les équipements qui sont reliés sont éteints. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça. Ça peut être aussi de mettre en place, lorsque c'est possible, une horloge dans le niveau d'alimentation principale en électricité pour pouvoir forcer l'arrêt des équipements en dehors des heures de pointe. Voilà, c'est hyper simple. Bien évidemment, éteindre la lumière le jour arrivé alors qu'il fait jour. On le voit, on le constate de temps en temps, et privilégier les lampes de bureau plutôt qu'un éclairage plafonnier qui sont généralement plus nombreux, avec des puissances plus importantes, alors qu'une petite lampe de bureau peut suffire à éclairer le plan de travail, ou en tout cas là où travaille l'agent. Voilà. Et puis tout à l'heure, Mathieu l'a évoqué, à droite, c'est toujours systématiquement le même schéma. C'est à droite la page vierge sur laquelle vous devez travailler pour pouvoir construire votre propre plan de sobriété sur ces actions-là. Alors, on est toujours sur les usages spécifiques de l'électricité. L'idée, c'est vraiment de supprimer tous les systèmes, équipements qui sont parasites, qui ne sont pas forcément justifiés, les cafetières, les bouilloires en nombre, les systèmes de chauffage d'appoint électrique, etc. Parce qu'ils se sont démultipliés au fur et à mesure. On a vu certaines collectivités où il y avait 2, 3 bureaux. Ben, dans les 2, 3 bureaux, vous aviez soit une cafetière, soit une bouilloire. Et forcément, bah, tout ça, ça génère des consommations supplémentaires, qui plus est quand on a une petite veille. Donc l'idée, c'est de pouvoir rameuter tout ça en un seul et même endroit, faire en sorte qu'il y ait un usage partagé par les agents, par les élus d'une collectivité territoriale, pour éviter la démultiplication ou le foisonnement des points de consommation. Idem pour les petits chauffages ou convecteurs sur roulette pour pouvoir répondre à un besoin de chauffage. C'est vrai que quand on reste plusieurs heures au même endroit sans forcément bouger, on annonce 19 degrés, on peut avoir ces sensations de froid. Donc l'idée, c'est d'éliminer ces points lumineux et peut-être traiter des problèmes liés à l'étanchéité du bâtiment avec des courants d'air qui peuvent générer cette sensation de froid. Donc pareil, même principe, c'est justement identifier
ces consommations électriques là, majoritairement, et puis pour pouvoir les supprimer et proposer aux agents de la collectivité, voire aux usagers de bâtiments qui peuvent être des associations sportives ou autres, des équipements adaptés, des équipements adaptés. Troisième point, toujours sur les questions d'électricité, on le voit sur les équipements sportifs, hein, la plupart du temps, une démultiplication des points froids. Hein, donc, ça peut être des réfrigérateurs, voire des congélateurs, deux, trois réfrigérateurs qui ne sont pas forcément remplis. Donc, l'objectif, c'est justement de faire en sorte que, ben, quand il y en a deux, est-ce que c'est justifié d'en avoir deux? S'il y en a deux, est-ce qu'on ne peut pas tout rapatrier dans un seul réfrigérateur et donc couper l'autre, en tout cas au moins du dimanche soir jusqu'au vendredi soir, voire samedi matin, simplement pour éviter que ce réfrigérateur tourne pour rien. Et idem pour des congélateurs, coffres qu'on a vu dans certains équipements publics, type gymnase et autres, dans lesquels vous aviez 5 à 10 kilos de frites. Bah, ça ne sert à rien, autant rapatrier ce kilo de frites ou ces kilos de frites chez soi et puis les ramener le jour même pour pouvoir répondre aux attentes des spectateurs ou des joueurs. Voilà, donc c'est simplement adapter les besoins, adapter les moyens aux besoins. Donc là aussi, même méthode, c'est identifier ces points froids dans des équipements type gymnase et autres vestiaires ou clubhouse et tâcher d'optimiser l'usage, éteindre ceux qui ne servent à rien, sauf bien évidemment s'il y a des denrées périssables et qu'on ne peut pas faire autrement, il faut aussi assurer des questions sanitaires. Quatrième point, optimiser l'usage du patrimoine bâti. Les collectivités sont souvent dotées de plusieurs bâtiments qui sont parfois, entre guillemets, alloués à l'usage d'associations diverses et variées. L'idée, c'est justement de pouvoir recenser les plages horaires d'utilisation de ces équipements-là et de faire en sorte que ces activités soient rassemblées dans un seul bâtiment dont on prendra soin d'assurer les besoins en chauffage. Mais ça veut dire que sur les autres bâtiments qui seront désertés du fait de cette optimisation d'usage, eh bien, il faudra absolument couper les systèmes de chauffage, voire d'éclairage. Voilà, donc c'est des choses simples. Parfois, les collectivités nous disent ah, mais on ne connaît pas l'usage qu'il est fait de nos bâtiments. Il faut se réapproprier ces bâtiments, et en tout cas leur usage, et faire en sorte qu'elles soient rassemblées en un seul et même bâtiment. Donc ça, c'est un gros travail à faire avec les usagers, avec les associations pour connaître les plages horaires d'utilisation et puis essayer de travailler sur un usage optimisé sur une journée ou 2 journées plutôt que de chauffer en permanence les bâtiments pour assurer des besoins qui peuvent varier d'un jour à l'autre. Une collectivité a fait ce travail-là de fond et là où le bâtiment a été chauffé du lundi jusqu'au samedi, la collectivité a travaillé pour concentrer ces usages sur 2 journées, le mardi et le mercredi, et ce qui fait que le lundi, le jeudi, le vendredi et le samedi, le bâtiment a été fermé, le chauffage a été coupé, en tout cas mis en réduit, et ce qui fait qu'on a optimisé l'usage de ces bâtiments. Donc ça, c'est des gains qui sont quand même pas négligeables, qui plus est quand on a plusieurs bâtiments. Alors les températures réglementaires, cinquième action, le président de la République avait appelé de ses voeux le fait de passer à 19 degrés partout, parfois un peu compliqué quand on a des bâtiments qui ne sont pas très performants. Donc l'idée, c'est d'appliquer ces températures de consigne qui relèvent du code de l'énergie à 19 degrés, avec un réduit qui peut être observé à 16 degrés. Or, bien sûr, ça varie en fonction de la performance énergétique du bâtiment. Pour les gymnases, vous voyez 16 degrés réduit à 12 degrés. Certaines collectivités tombent même à 14 degrés. Et puis les piscines, c'est 26 degrés. Donc là, on dit systématiquement 1 degré de moins, ce sont 7% d'économie sur la consommation. Donc là, il y a des gains aussi importants, des gains importants à faire. Alors comment on fait? Eh bien, on recense les températures qu'il y a dans les bâtiments et on va ajuster les systèmes de chauffage pour pouvoir garantir les 19 degrés. Généralement, ce qu'on fait avec bon nombre de collectivités sur le département du Puy-de-Dôme, on fait des campagnes de mesure de température avec des sondes qu'on place pendant une quinzaine
de jours, et en fonction des températures observées, on va justement adapter aux températures de consigne les 19 degrés dans des bâtiments d'activité tertiaire. Autre action complémentaire, c'est chauffer là où il faut quand il faut. Nul besoin de chauffer un bâtiment quand il n'est pas occupé. Les soirs, les mercredis après-midi, voire soir pour des groupes scolaires, les samedis et les dimanches, les week-ends. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on va programmer le système de chauffage pour pouvoir assurer les besoins en température, les besoins requis au bon moment. Donc ça s'appelle de la programmation. Et l'objectif, c'est aussi en parallèle de réguler, c'est-à-dire assurer la température nécessaire par rapport aux températures extérieures et pas chauffer à 21-22 degrés alors qu'on n'appellera que 19 degrés. Ça passe aussi parfois par des systèmes de régulation terminale qui sont des équipements qui coûtent un tout petit peu mais qui sont bien parce que ça prend en considération aussi les températures de chacune des salles et ça va réguler en fonction d'eux. Les gains ne sont pas négligeables sur la régulation programmation puisqu'on dit entre 5 et 20 d'économie possible. Alors là, pareil aussi, c'est de bien maîtriser les plages horaires de fonctionnement des bâtiments, de discuter à optimiser l'usage, comme j'évoquais tout à l'heure, en action 4 de mémoire, et puis réaliser des actions de régulation et programmation sur les bâtiments, sans omettre aussi de programmer le nettoyage des bâtiments en soirée plutôt qu'en matinée, parce qu'on profite de la chaleur accumulée pendant la journée pour favoriser un confort d'intervention pour les agents d'entretien meilleur que le matin à 6 heures quand la température n'a pas encore atteint le niveau de besoin. Et puis fermeture systématiquement des volets, c'est aussi une lutte contre le refroidissement du bâtiment. Pareil pour ventiler quand il faut, là où il faut, c'est le même système que le chauffage. Eh bien, à quoi ça sert de ventiler un bâtiment, sauf certains bâtiments, bien sûr, où on a un taux d'humidité assez élevé, mais rien ne sert de ventiler ces bâtiments alors qu'ils ne sont pas utilisés. Pendant la crise sanitaire du Covid, on a eu l'habitude de ventiler pendant longtemps, longtemps, longtemps pour renouveler l'air et éviter justement limiter les risques de contamination. On est normalement revenu dans une situation basique, enfin en tout cas normale, normalement, qui fait qu'on peut réduire le temps de renouvellement d'air. On dit 5 minutes suffisent à renouveler l'air d'une pièce, et donc notamment dans les écoles, pas la peine d'y laisser ouvert pendant une demi-heure. Donc là, l'idée, c'est aussi, pareil, informer de la nécessité de revenir des standards de renouvellement d'air à 5 minutes, connaître les plages horaires de fonctionnement et, le cas échéant, procéder à des extinctions de systèmes de renouvellement d'air. Huitième action et avant-dernière sur ce poste bâtiments communaux qui en concerne 9. Là, c'est se poser clairement la question des besoins en eau chaude pour pouvoir répondre à des besoins dans les sanitaires des bâtiments publics. Vous voyez là sûrement des sanitaires dans une école maternelle. A-t-on besoin d'eau chaude pour se laver les mains, en sachant que le temps que vous allumiez le robinet, vous avez plutôt à avoir de l'eau froide dans un premier temps, ce qui est autant d'eau que vous allez gaspiller, et vous allez vous laver les mains à l'eau chaude. Donc l'objectif, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de se laver les mains à l'eau chaude? Et si la réponse est plutôt non à cette question, alors on peut travailler sur la production d'eau chaude sanitaire et la couper. Que ça soit sur des ballons type cumulus électrique ou système chaudière. On maintient en température des volumes d'eau assez importants, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Et là, les gains sont quand même assez importants. On cite les ballons de petite capacité inférieure à 30 litres, généralement c'est du 15-20 litres, sur lesquels on peut travailler. L'aspect usage est accouplé aussi avec équiper les ballons de jaquettes isolantes, voire calorifugés des tuyaux. C'est autant d'eau chaude qui n'est pas perdue. Donc là, pareil, recenser les équipements de production d'eau chaude, les couper. Par contre, il faut bien faire attention au risque de légionellose.
On vous fera passer une petite notice là-dessus en même temps qu'on vous enverra la présentation pour que si vous deviez redémarrer les cumulus et autres ballons d'eau chaude, il faut faire attention justement à un choc thermique pendant 1 minute au moins à 70 degrés pour tuer tout risque de légionnelle. On vous enverra une petite doc technique en complément de cette présentation. Et puis, dernière action sur le bloc bâtiments communaux, c'est l'usage. Rien ne sert de mettre en place des mesures de sobriété, rien ne sert de mettre en place ou d'investir dans les travaux d'efficacité énergétique, voire diversification, si vous avez des usagers qui s'en foutent, qui laissent les portes ouvertes alors qu'on chauffe, qui laissent la lumière allumée alors qu'il n'y a personne. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce poste usager, c'est de communiquer avec eux. Les gains sont quand même pas négligeables, hein. L'ADEME évoque 10 à 13% de gains possibles. Donc, il faut faire passer des messages clairs aux usagers, rédiger des notes à l'intention des agents pour qu'ils s'inscrivent dans ce mouvement et puis éditer des petites affiches qui existent ici ou là. Vous pouvez en trouver sur Internet sans aucun souci. Alors, troisième poste sur lequel je vais passer assez rapidement pour vous laisser du temps. Si vous deviez avoir des questions, c'est sur tout ce qui est déplacement et flotte pour les agents et les élus des collectivités. L'idée, c'est vraiment de travailler à limiter les déplacements, favoriser les modes doux, marche à pied d'un site à un autre, par exemple, hein, sur une collectivité territoriale, voire des vélos. Les collectivités sont plutôt dans ce type de dynamique actuellement. Et puis, quand on peut éviter ça, eh bien, on peut le faire via des visioconférences ou un coup de téléphone. Ça évite de prendre la voiture, de consommer du carburant, d'émettre des gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques. Voilà, c'est des politiques qui existent depuis pas mal de temps. Et puis, autre opération, c'est du covoiturage quand vous participez à des réunions pour les organisateurs. Ce qui est bien, c'est que il faut engager les gens à s'inscrire. Ça permet déjà de s'organiser au niveau de la logistique et puis de faire en sorte que derrière, on communique quelques jours avant la tenue de la réunion la liste des participants avec leur adresse mail ou leur numéro de téléphone pour qu'ils puissent prendre contact avec eux et faire du covoiturage. Ça se faisait il y a quelques temps de cela. Il faut qu'on revienne à ces mesures, qui plus est quand on sait que le prix des carburants va à nouveau augmenter et avec des hausses assez conséquentes. Voilà, et pour en terminer, deux, trois slides vraiment sur la méthode. C'est une proposition qui est faite, qui vous est faite et qui a déjà été engagée par des collectivités, c'est de monter un petit groupe de travail en interne. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous autour de la table, élus, agents de la collectivité, voire usagers, vous puissiez travailler à la désignation de mesures. Alors, parmi celles qu'on vous a présentées ici, mais ça peut être aussi d'autres mesures, pour bien rédiger votre propre plan de sobriété qui sera adapté à votre collectivité, à l'usage et à votre patrimoine. Et puis, bien sûr, communiquer auprès des administrés sur ces nouvelles mesures. Et puis, la pertinence des actions, elle va s'évaluer au niveau de plusieurs critères, hein, plusieurs critères croisés. Sur l'aspect économique, l'acceptabilité par les populations et puis sur le critère environnemental. En fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez faire le choix d'actions qui soient comprises par tout le monde. Aujourd'hui, on peut dire clairement que les populations sont plutôt ouvertes à des mesures de sobriété qui vont pénaliser le service public qui était en place jusqu'à maintenant, mais qui sont acceptables si elles génèrent de nombreuses économies. On ne va pas engager une action qui va générer 0,001% de gains sur la facture, alors que politiquement, cette mesure peut avoir des conséquences non négligeables sur l'image de l'exécutif municipal, communautaire ou je ne sais qui d'autre. Voilà. Vous voyez ici résumé la totalité des 16 actions. Ça n'est pas une liste exhaustive. C'est une liste qui peut être complétée par d'autres actions avec différents niveaux d'intensité, si vous deviez le juger bon. Et puis, eh bien, pour en terminer, vous aviez les 4 webconférence que je vous évoquais. Nous en sommes à la troisième. Il y en a une quatrième demain sur un créneau différent de 10h à 11h. N'hésitez pas à relayer ça de vos services, auprès de vos services pour qu'ils puissent y participer. Voilà. Il est 11h47. On a un petit quart d'heure. Si vous deviez avoir des questions, pardon,
j'ai pas eu l'occasion de jeter de coup d'œil au chat. Voilà, vous pouvez lever la main, soit virtuellement avec réaction et vous avez une petite main jaune qui se lève, ou sinon de lever la main tout simplement par le truchement de votre écran. Y a-t-il des questions, des remarques, des compléments? Non? Aurait-on été assez clair avec... J'ai vu que Monsieur Mangeon... Ah, si, Chantal, Fassi, à vous la parole. Oui, moi j'ai une question. Vous préconisez effectivement, mais ça paraît logique, d'éteindre le chauffage ou de le baisser le week-end quand il n'est pas utilisé. Combien de degrés faut-il baisser ce chauffage pour pas dépenser plus quand on va le remettre en route? Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, ce qui est préconisé, vous avez vu sur les températures réglementaires et les températures de réduit. Ben, Chantal, ça dépend clairement de votre bâtiment. Si vous avez des bâtiments dont les murs, excusez-moi, sont en feuilles de papier à cigarette, c'est-à-dire très peu, voire pas isolés, ben, si vous programmez à 16 degrés, vous aurez vos 16 degrés. Si vous avez un bâtiment qui est très bien isolé, si vous programmez 16, vous allez peut-être descendre de 19 à 18,5, voire 18. Donc, c'est vraiment bâtiment par bâtiment. Donc, autant appliquer le réduit de température. Sur votre commune, on peut vous aider justement par la mise en place de sondes, de tester ça, hein, et de voir bah, si on programme à 16 degrés sur le week-end, est-ce que le lundi, on va assurer 19 degrés. Donc, c'est notre opération Régule Plus. Vous vous adressez. Rappelez-moi le nom de votre commune, Chantal. Kenya, c'est Alice Kaya. Raletin qui est Eh votre ben, référente. voilà, ben, écoutez, avec Alice, on peut très bien piloter une mesure, des mesures de température pour voir sur le bâtiment que vous ciblez, eh bien, sur combien on peut descendre. Ça dépend vraiment du bâtiment. Voilà. Très bien, merci. Alors, je prends Hélène et Dirchmann. Le plan de sobriété est-il obligatoire et à qui doit-il être transmis et sous quel délai? Aucune obligation. Aucune obligation réglementaire. C'est simplement pour vous, simplement pour amortir le choc de l'évolution de votre facture d'énergie. Donc, il n'y a pas d'obligation. Par contre, c'est vivement conseillé de le mettre en place pour la simple et bonne raison, c'est que, eh bien, si vous deviez ne pas mettre en place ces mesures, vous risquez de prendre de plein fouet l'évolution du prix de l'énergie. Autre question d'Hélène, n'y a-t-il pas de consommation ou de surconsommation lorsqu'il y a coupure de chauffage le week-end et qu'on remonte le chauffage le lundi? Non. Les gains que vous allez faire sur le week-end, on a un schéma à l'ADUM qui est hyper explicite et qui permet clairement de voir l'aire, A-I-R-E, l'aire des besoins énergétiques à comparer avec les gains obtenus par une extinction ou un abaissement ou un réduit de température le week-end. Donc non, c'est souvent un a priori qu'on a ou une fausse idée. Donc, les gains sont toujours plus importants sur des périodes longues, hein, enfin des périodes longues, au moins le week-end. Les gains sont évidents par un réduit de température. Le plan de sobriété est-il obligatoire? Voilà. Alors, personne n'aurait dit intérêt d'avoir une carte des points lumineux. Alors, via les distributeurs ou ADUM, par exemple. Intérêt d'avoir une carte des points lumineux. Alors, je vais peut-être te laisser Mathieu répondre sur ce point-là. Oui, je vais répondre sur ce point-là. Elle existe déjà pour les communes qui adhèrent au TE63. Vous avez une base SIG pour lesquelles les communes ont les codes d'accès. Elle vous permet de pouvoir déclarer les pannes, mais vous avez aussi la carto avec le positionnement des points lumineux de la commune. Donc là, il faut vous rapprocher encore une fois du TE63 si jamais vous n'avez pas les codes d'accès pour cette base de données. Alors, qu'est-ce que TE63? Sébastien Picot
Il me semble que vous êtes en ligne. Je vous ai vu dans le chat en haut à 11h03 de dire que ça fonctionnait bien. Si vous êtes... Ah ben voilà, il y a Marianne Mallet qui a répondu, mais peut-être si vous souhaitez rajouter des éléments. Sébastien? Allô, allô? TE63, donc, si Sébastien a décroché, TE63, c'est le siècle 63, anciennement dénommé comme ça. Et donc, c'est le syndicat intercommunal électricité et gaz du département du Puy-de-Dôme qui gère pour le compte des communes le réseau de distribution d'électricité du département du Puy-de-Dôme, enfin des communes du département du Puy-de-Dôme, qui gère aussi pour une grande partie des collectivités l'éclairage public, qui a un groupement d'achat, voilà, groupement d'achat électricité, qui s'occupe du déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, Isabelle, c'est peut-être Isabelle Gazot. Oui, Isabelle Gazot, dites-nous. Juste une remarque, c'est que la ville de Billon, la cité, est en train de travailler sur la rénovation des façades de la mairie, et notamment avec le changement des huisseries, et que du coup, la performance énergétique du bâtiment et le fait que ce soit un bâtiment inscrit monument historique, il y a quelques incompatibilités et quelques un peu animées avec la conservation des monuments historiques, puisque la conservation nous dit clairement qu'elle refuse de si il y a du double vitrage qui est installé, et donc elle souhaite un simple vitrage qui soit conforme aux fenêtres d'origine du bâtiment. Avec les courbes que vous avez montrées en présentation, ça nous a fortement heurté, et voilà, on a l'impression qu'on a des contradictions. Alors Isabelle, est-ce que vous m'autorisez à sortir un joker pour répondre à cette question-là? Bah après, voilà, vous êtes sur un bâtiment classé, vous l'avez dit, avec des préconisations formulées par l'architecte des bâtiments de France, qui sont celles qu'elles sont, compliquées bien évidemment par les temps qui courent, alors que l'évolution du prix des énergies, vous l'avez constaté, explose, risque d'être maintenue à des niveaux élevés assez importants, et à côté de ça, on est dans une logique de préservation de certains bâtiments classés. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein, non, mais c'était plus voilà. faire part de cette observation. Enfin, on est un peu... Oui, ben voilà, c'est constat de cette contradiction. c'est ça, voilà. Bon, désolé de ne pas pouvoir vous répondre par rapport à ça. C'est vrai que du simple vitrage aujourd'hui, même si le bâtiment est classé, on peut, à mon avis, très bien, même si ça coûte cher, et c'est là où l'État devrait, parce qu'il préconise quelque chose, hein, devrait justement mettre les moyens sur la table pour pouvoir accompagner les collectivités dans le choix de solutions plus performantes, mais qui respectent les recommandations de l'architecte des bâtiments de France. On pourrait passer sur un double ou triple vitrage, quitte à ce que les huisseries soient plus performantes, mais adaptées aux préconisations faites par l'architecte des bâtiments de France. Bon, c'est un constat malheureusement qu'on fait. Voilà, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Que je n'aurais pas vues dans le chat ? Peut-être, est-ce que Pierre-François Mangeon, j'ai vu qu'il était dans la liste, j'évoquais tout à l'heure la question des coupures. Est-ce que Pierre-François, si tu es en ligne? Oui, bonjour. Ah ben voilà. Tu peux en une petite minute nous faire un petit focus sur cette question-là, s'il te plaît? Oui. Donc effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, le parc nucléaire rencontre quelques difficultés. Si on a, comme il est probable, une douzaine de réacteurs qui rentrent d'ici le 15 janvier, ça devrait bien se passer.
Par contre, s'il ne rentre pas sur le parc et en fonctionnement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, comme on le fait de manière périodique, hein, on achète de l'électricité, et la France achète de l'électricité à l'extérieur. Le problème, c'est que s'il fait très froid en France, il fera très froid sur l'Europe de l'Ouest, et en fait, tous les pays limitrophes vont être confrontés à la même problématique. Donc, il va falloir mettre en place des parades pour assurer l'équilibre production-consommation. Donc, la première parade sera l'appel aux éco-gestes pour déplacer les heures de consommation électrique, donc déplacer le démarrage de la machine à laver le linge, la vaisselle, etc., et baisser le chauffage. En second lieu, deuxième parade, on va dire, des industriels grands consommateurs d'électricité ont passé des contrats qui vont permettre de créer leur effacement. Ils vont donc s'effacer et ne pas consommer. Et donc, ça va redonner de la marge de manœuvre. Troisième lieu, il y aura des PME, PMI qui vont être approchés pour passer des contrats de gré à gré pour s'effacer là aussi. Et en quatrième lieu, la tension va être réduite, la tension électrique va être réduite de 230 à environ 220 volts, ce qui sera invisible pour la grande majorité des clients, sauf ceux qui sont sensibles au creux de tension. Et donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, si ça ne suffit pas, il pourrait y avoir effectivement des coupures temporaires qui vont être organisées. Alors, il faut absolument les organiser, hein, sinon vous créez un blackout. Et ça, il faut évidemment l'éviter et il n'aura pas lieu. Donc, des coupures temporaires qui auront lieu, on va dire, le matin entre 8h et 13h, le soir entre 18 et 20h. Certainement en jour ouvré, hein, ce ne sera pas le week-end. Et quelqu'un, un Français ou une Française, ne verra pas plus de 2 heures de coupure par jour chez lui ou sur son travail. On va faire tourner les coupures. Il y a des établissements qui, bien sûr, ne seront pas coupés. Une liste a été établie par la préfecture. Ces établissements sont les établissements de santé, les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires d'analyse médicale qui sont stratégiques, les installations industrielles en lien avec la défense nationale, des relais de télécommunications stratégiques. Voilà, eux ne seront pas coupés. Et évidemment, on ne fait pas du pointillisme dans les coupures. On coupe par ce qu'on appelle des départs moyenne tension qui partent des postes sources. Ce qui veut dire que si des clients prioritaires ne sont pas coupés, ils ne seront pas coupés par effet d'aubaine. Ceux qui seront en amont et ou en aval de ces clients prioritaires auront de l'électricité. Et au final, le total de la puissance qui sera récupérée, en gros, sur un département, c'est une 60aine de %. Lors de délestage, on l'aura de manière certaine la veille vers 18h. C'est Enedis qui organise les coupures. La décision donc, du délestage est prise par Réseau de transport d'électricité, puisque le Centre national d'exploitation du système sur l'équilibre production-consommation dépend de RTE. Mais dès 72 heures avant, donc 3 jours avant, il y aura des alertes qui seront faites pour dire qu'il est possible, probable qu'il y ait du délestage. À J-2, la tendance sera affinée. Et puis à J-1, comme je vous l'ai dit, à 18 heures, on saura s'il y a délestage ou pas. Il y a donc des campagnes de communication qui vont être faites à J-1. Hein. Ça veut dire que des SMS, des coups de fil vont partir vers les clients, nous, vers les communes. On aura des cartographies des communes qui seront impactées, sachant qu'une commune rurale, ce sera l'ensemble de la commune, puisqu'on ne sera que sur un seul départ moyenne tension, mais par contre, sur des villes plus grandes, on peut avoir plusieurs départs moyenne tension qui arrosent la ville, et donc toute la ville ne sera pas coupée. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'ai pris plus qu'une minute, Sébastien, je suis désolé. Oui, mais on est à 12h02. S'il n'y a pas d'autres questions, on va respecter notre timing de 60 minutes. Donc, c'est très bien. Et puis, mon ecowatt.fr, qui est une application, me semble-t-il, qui permet justement d'avoir toutes ces informations-là, au-delà des communications que tu as évoquées. Merci Pierre-François. Y a-t-il d'autres questions? Bon, oui, bonjour. Oui. Laurent Bretz, Maurice. Oui. J'avais posé une question sur le chat. Nous, on serait éligible au bouclier tarifaire, mais aujourd'hui, on est en groupement d'achat. Comment passer au TRVE pour avoir une limitation de notre augmentation?
Alors ça, Laurent, je ne connais pas les... Alors, vous devez être au groupement du TE63, c'est ça? Donc, Oui, du c'est ça. SLEG. C'est ça. Je pense que le mieux de tout, c'est de vous rapprocher, alors sauf à ce que Sébastien Picot se soit à nouveau connecté. Sinon, le mieux de tout, c'est de se rapprocher justement du syndicat pour pouvoir connaître Ok. la réponse par rapport à ça. Je n'ai pas connaissance en fait des termes du groupement, donc ça, je ne peux pas vous répondre clairement, Laurent. Voilà, donc il faut Ok. vous adresser directement au syndicat. Je pense que c'est le mieux. OK? Ok, merci. Bon, écoutez, pour respecter notre timing, merci d'avoir tous participé à cette réunion. Nous allons vous faire parvenir ce support qui n'est pas un support, je le rappelle, exhaustif, qui vous permettra justement de travailler vous-même sur votre propre plan de sobriété, qui n'est pas une obligation réglementaire, mais qui est simplement là pour amortir le choc de l'évolution de la facture énergétique. N'hésitez pas à prendre contact avec les référents techniques des territoires que vous connaissez tous, les conseillers en énergie partagée à la DUM. Simplement, si vous deviez avoir des questions supplémentaires, on peut, si vous le souhaitez, faire une relecture de votre plan de sobriété. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite tout le meilleur en remerciant aussi à nouveau le département pour son soutien dans ces dispositifs d'information. Dernière session demain de 10h à 11h. Pour ceux qui se sont inscrits, recevront encore un lien. N'hésitez pas à en faire information auprès de vous et au plaisir de vous revoir. Merci, bonne journée. Au À bientôt. plaisir.